L'investiture de Joe Biden, c'est cette semaine. Donald Trump partira-t-il avant l'installation du nouveau président? On verra bien. Y a-t-il une affaire Claude Danican? Sur les réseaux sociaux, on en parle. Une proposition de loi présentée par la députée Justine Benet et le sénateur Théophile pour régler le problème de l'eau, mais refusée par l'ensemble des élus locaux. Des questions s'imposent. L'État mettra-t-il son argent dans cette affaire? Et les élus locaux parviendront-ils à régler la question de l'eau localement? Et le BTP, où en est-on? Tout semble réglé. On parle de préférence locale. Est-ce toujours possible? Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Pas de café chaud, Lolo, monsieur Simon, bonjour. Alors bonjour à vous, monsieur Mondry, d'abord, bonjour à vous, ses amis du plateau, également nos amis qui sont en vidéo, c'est bien ça? Oui, qui sont en vidéo. Oui, et Raymond Ramaille. Oui, bonjour monsieur Mondry, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ici comme ailleurs, et bonjour aux amis du plateau. Raphaël Espéronel. Oui, bonjour ailleurs comme ici, à tous les amis. Le plateau c'est ici, et ailleurs c'est là-bas. Nico Itali. Monsieur André, bonjour à tous. Je souhaiterais un jour qu'on puisse dire toutes aussi. Ah oui. Cette émission de phallocrate va évoluer. C'est toi qui dis ça. Va évoluer. On verra bien. André, c'est possible? On verra bien, oui. On peut espérer un jour que nous changeons tous de sexe. La chirurgie fait des exploits. Vous pouvez penser, hein? Et pourquoi pas? On va commencer par Edouard. Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Bonjour à ceux qui sont non-genrés. René Beauchamp, oula. Bonjour à tout le monde sur le plateau et puis bonjour à M. Galarcan, bonjour à tout le monde. Oui, M. Gardancan, c'est à 11h. Hein. Ouais, mais enfin, c'est comme je l'ai vu tout à l'heure. Attends, mais là, c'est à partir. Ici aux conférences. D'accord, ok. Bien, alors, messieurs, cette semaine, nous aurons un nouveau président aux États-Unis. Alors, on va commencer par aller. Édouard. Oui, pour une fois. Ah, pour Édouard. Ouais, pourquoi pas? Je ne reviendrai pas dimanche prochain. Hein, donc, ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Donald Trump partira avant l'installation? Oui, il partira. Pas avant. C'est sûr. Non, pas avant, puisque la Constitution américaine souhaite qu'à midi, il faut que ce soit plié. Donc il partira. C'est sûr et certain qu'il partira. Mais ce qu'il faut noter, c'est quand même ces conditions de départ, au-delà de la Constitution, à mon sens, ont été surtout justement organisées, et ça c'est inédit dans l'histoire du monde, et dans l'histoire des GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont intervenus, d'ailleurs, il y a une émission dimanche, nous avons Nico, Raphaël exposé ça, hein, sont intervenus dans ce départ-là, en clôturant les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump. Ça, c'est inédit. Et c'est ce qui m'a interpellé, bien évidemment, entre autres la désinvolture de Donald Trump, la division de la société américaine à cause de sa gouvernance, l'incapacité qu'il a eue de pouvoir administrer, à mon sens,
en termes de plus-value démocratique et de non-atteinte aux libertés fondamentales, c'est sûr et certain que c'est le président qui marquera l'histoire ayant été le plus nul président que les États-Unis aient connu, mais c'est cette capacité maintenant qu'il a conférée aux réseaux sociaux, aux GAFAM, cette autorité qui est dangereuse pour nos sociétés contemporaines, puisque aujourd'hui nous ne pouvons pas concevoir de vivre sans justement ces réseaux sociaux-là. L'interactivité que nous avons, l'altérité que nous avons avec l'autre, la manière dont nous pouvons communiquer maintenant se fait par le canal de ces réseaux sociaux-là, qui aujourd'hui, à travers le comportement de Donald Trump, leur a donné une certaine autorité, une légitimité dangereuse à mon sens pour notre démocratie, très dangereuse. Et il faudra faire attention à cela, puisque aujourd'hui s'ouvre, avec ce qui s'est passé au Capitole, une nouvelle voie justement des atteintes aux libertés fondamentales. Nico Itali. Oui, je rebondis, parce que le mot qui est à la mode, à cause du pré-rebond. Je rebondis ce que dit Edouard, très juste, très pertinent ce qu'il dit. Trump, c'est Kodayam Kamarayam. Voici un homme qui, avec raison sans doute, a livré bataille contre l'establishment. Ça, c'est la porte d'entrée de tous les populismes. C'est-à-dire que les télés, les radios, tout ça, c'est le même ronron. Et l'antisystème est arrivé. Et pour contrarier l'antisystème, il a commencé à tweeter. Autrement dit, il utilise un organe privé pour contrecarrer le système. Et il a bien joué, parce qu'il n'a pas gouverné, il a que tweeté, ce gars-là. C'est ça. Bon. Et 20 000 tweets, attention, des tweets efficaces. C'est-à-dire qu'on attend ce que pense le président à travers le tweet. Chaque jour, il tweet. Et il a gouverné par le tweet. Bon. Celui qui gouverne par le tweet périt par le tweet. Et on a coupé le sifflet du tweet et il est mort. Il est mort, et c'est intéressant parce que les démocraties sont mortelles dans leur expression, et comprenez bien, Twitter et Facebook sont des organes privés. C'est ça, des entreprises privées. C'est entreprises privées, c'est-à-dire que tu as deux gars privés qui font leur business et qui sont maîtres du monde. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on m'a dit que pendant ici au Capitole, là, pendant qu'il est aux affaires, il ne dort plus. Il fait deux choses. Il engrange des sous, parce qu'il paraît que tant que la campagne n'est pas bouclée, on peut engranger de l'argent. Autrement dit, les recours qu'il fait contre les élections dans certains États, le fait qu'il faille recompter, ça rapporte de l'argent. Il n'est pas fou, l'animal. Et deuxième chose qu'il fait, on m'a dit, il amnistie. Voilà, allez hop, pour que l'après-présidence ne soit pas trop difficile. Parce que je connais actuellement un après-président, c'est Nicolas Sarkozy. Oh là 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 là. Que de problèmes quand on a quitté ça. Tout vous court après. Tous les vols, pardon, excusez-moi. Toutes toutes les indélicatesses possibles, tous les vols présumés, vous courent après et vous ne vivez plus. Donc, Trump essaie de balayer un peu, propter, parfumer avant de partir. Mais ça aussi, c'est assez pitoyable comme Achille Panétel. Raphaël Espéronel. Oui, ben je tribondis. Très bien. Je dirais la même chose en ajoutant on n'est pas étonné, en tout cas toujours sur ce plateau. On avait vraiment parlé déjà depuis longtemps de qu'est-ce qui pouvait atteindre la démocratie. On avait parlé de l'ennemi intérieur par rapport au reste des sociétés où c'était plus le marché, le droit, la concurrence, les choses comme ça. Moi, je crois que, effectivement, comme disait Edouard, la régulation démocratique, avant démographique peut-être, par la GAFAM, c'est un danger extrême. Même si dans ce cas-là, ça fait une épuration que tout le monde souhaitait. Parce que c'est véritablement, plus que jamais, la chute du politique. Le problème, c'est que la chute du politique, on l'attend depuis longtemps. On l'attendait depuis longtemps. On l'attendait d'abord par la société civile, qui n'en cesse pas de faire des insurrections, mais pas des révolutions. On l'attendait par l'économie, qui ne cesse d'empiéter, de faire ce qu'il veut, regarder le problème de Carrefour maintenant par rapport aux politiques, et de plier le politique à sa logique de marché, de rentabilité et de prévarication. On l'attendait par le droit, qui depuis longtemps s'est tué, ou en tout cas se réveille après coup. On l'attendait par les pairs, par les élus, par le Parlement, par le Congrès, par les élites, etc. C'est devenu d'aucune instance intrasystémique de régulation démocratique. Et ça vient d'où? Ça vient de la bande, d'une certaine manière. Ça donne quelque chose
d'intrasystémique, hein, les médias, c'est le cas de le dire, un média, ça veut dire que ça passe, c'est transversal, et qui est en train d'imposer une nouvelle régulation. C'est pas une nouvelle vision, il n'y a pas de vision. C'est une nouvelle régulation du monde sur lesquelles on n'a pas encore, enfin, il y a eu des théories qui ont été faites quand même posées, mais sur lesquelles le danger de totalitarisme technologique cette fois-ci risque d'être encore plus fort, même si pour l'instant on bénéficie de cette propreté. Donc je suis très très curieux à attendre et à voir ce qui va un peu se passer. Et puis pour l'instant, en tout cas, bon voyage Trump. Il va partir, hein. Il va partir. On le fera partir, il va partir. Je pense qu'il y aura quelques dégâts collatéraux du côté de la population à droite et à gauche. Ceci dit, l'Amérique est éternelle, paraît-il. Inch'Allah. Vraiment, Rabaï. Oui, mais que puis-je ajouter d'autre, suite aux interventions lumineuses de mes prédécesseurs? Donc, ce que je dirais tout simplement, c'est que le président Trump est arrivé de manière atypique à la présidence, mais il sort aussi de manière atypique. Et donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon de dire que ce président-là, effectivement, va marquer l'histoire des États-Unis. Et donc, à mon avis, il va partir, c'est sûr, il va partir. La démocratie qui était un petit peu mis en doute à un certain moment, la démocratie sera respectée. Et donc, je pense que le protocole sera aussi respecté de manière traditionnelle, classique, et donc Trump va partir et vive la démocratie et vive le nouveau président. Oui, je crois que c'est ce qui dans tout ce qui a été dit, je souscris tout à fait. Hein. C'est l'homme qui est arrivé, comme le disait Raymond aussi, de manière extrêmement atypique. Ça n'en attendait pas du tout. Et puis voilà, au moment de la sortie, cela se précise aussi qu'il va sortir et de manière aussi atypique. Je crois aussi que tout ce qui s'est passé, avec par exemple la communauté, la population noire, n'est-ce pas, avec les rapports avec les policiers, avec le pouvoir aussi. Et il y a aussi autre chose, c'est l'évasion du Capitole, hein, qui est marqueur en quelque sorte, symbole de la démocratie. Il y a cet élément-là aussi qui pèse. En fait, toute une série de choses qui montrent à l'évidence qu'on est en présence d'une véritable, je dirais, pathologie personnelle. C'est l'homme même dans son comportement, avec le pouvoir, ses mots, ses tweets, sa versatilité à tous les niveaux. On l'a vu, n'est-ce pas? Tout cela, à mon sens, c'est bien révélateur des choses bien inhabituelles chez nous, enfin dans la démocratie française, dans la démocratie américaine. Et c'est une pathologie, je dirais, personnelle, à mon sens, qui court le risque que cela gagne un peu l'Amérique. Donc, c'est une passation qui se fera malheureusement, me semble-t-il, sans Trump. Il sera représenté par son vice-président. Et puis, il y a une grande inquiétude, on le ressent quand on revoit à la télé, les réseaux sociaux, une grande inquiétude de la population, des Américains, du monde, pour ce qui pourrait éventuellement se présenter le 20, parce qu'on ne sait jamais, hein, quand vous avez la possibilité de prendre des décisions en matière pour presser le bouton nucléaire, eh bien on se demande, il y a des inquiétudes. Hein, on va voir. René Beauchamp, Oui. tu ne peux pas parler de Trump là. Oui, Trump a parti, Trump, mais toute la mouvance Trump pas disparaître des États-Unis. Il ne faut pas oublier le nombre d'électeurs qui votaient Trump. Donc, le courant, la mouvance Trump, qui a regroupé aussi bien des gens à l'establishment, qui des gens à la police, à l'armée, et des groupes néo-nazis ou suprémacistes, etc., et la population qui trompait par tous les... Parce que les réseaux sociaux, ils ont bloqué Trump, mais toutes les théories développées par Trump, toutes les théories complotistes et compagnie, ils ont qu'à continuer à exister, ils ont qu'à continuer à développer dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas faire nous point illusion côté là, ça, c'est-à-dire capacité de nuisance à le courant Trump. Il a, et Hack pas dit qu'il peut emparer du Parti républicain pour y continuer à survivre, même si Trump n'est pas là, mais à travers tout un certain nombre de conceptions et de l'idée qu'il a développées. C'est pour ça qu'en réalité, si vous voulez,
Trump lui-même, c'était à un moment donné représentant à tout un courant, mais Trump qui a disparu, qui nous d'autres représentants à tout courant là ça. Et en même temps, à l'heure actuelle, là, on va parler de démocratie aux États-Unis, c'est vrai que ni un danger pour la démocratie aux États-Unis qui est représenté par tout courant là ça, qui a continué à exister, qui a continué à manifester. Et en ce qui a concerné l'investiture là, que Trump pas là, c'est un épiphénomène assez exceptionnel dans la vie américaine peut-être, mais c'est un phénomène tout à fait normal qui n'a pas dit qu'il y a d'autres types d'actions qui peuvent mener à l'entour investiture là ça. C'est pour ça qu'au niveau des autorités américaines, bon, ils sont très prudents, etc. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces conceptions-là, ça que Trump a véhiculé, ils sont profondément présentes dans la société américaine et ils représentent un danger permanent pour la démocratie. Bien, puisqu'on parle des réseaux sociaux, en ce moment, il circule, comment dirais-je, une plainte. Il s'agit de notre journaliste à Guadeloupe Première, Claude Danican. Alors, on ne sait pas s'il y a une affaire, Claude Danican. Donc, est-ce que vous êtes informé, monsieur Moi, non, en fait, je suis au Guadeloupe Irlanda. Rapidement. Je n'ai pas. Moi, j'ai entendu dans le journal de la Une. Effectivement, on en a parlé comme ça, pas plus. Vous savez, nous sommes à une période de fake news, le digital. Ok, vous n'êtes pas informé, monsieur Ramaï. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je suppose que s'il y a plainte, c'est qu'il y a affaire à la justice. Et faisons confiance à la justice, si tel est le cas. Et je fais confiance aussi à Claude Danican qui va pouvoir étoffer sa défense de manière à approuver ce qu'il a approuvé. Moi, je n'ai pas plus et donc pour l'instant, je m'arrête là. Ah non, en ce qui me concerne, pareil. Je ne sais pas du tout cette affaire-là et je ne vais pas me prononcer maintenant. Nico Italique. Je pense qu'il n'y a pas d'affaire Danican, il y a une affaire Éric Jalton. Ah. C'est-à-dire que c'est Éric Jalton qui est visé, c'est tout, c'est clair. Danican, que je salue, c'est un homme tout à fait normal, c'est un honnête homme. Danican. Bon, c'est quoi ce genre bandit, on peut chercher Danican. Bon, bref. Par contre, Éric Jalton, ça vaut la peine d'être avec Éric Jalton. Sinon, il n'y a pas de. C'est comme ce qu'a dit, ou son boxeur, ou vous attaquez moi. Attaquer Holyfield, attaquer Tyson, ça c'est sérieux. Il y aura un match. Et donc je pense que, comme l'initiative vient d'un homme politique abien, Jacobi Kouali, c'est Jalton qui cherchait dans cette affaire-là, c'est tout. On ne peut pas vraiment mort comme petit. Je sais pas. Pour l'expression là, ça. Attendez, non, les phallocrates vont être. Non, mais son expression. C'est en créole, Même c'est bizarre, là, ça, le cas qui t'appelle ça. Ah non. Donc je conclus. C'est Éric Jalton qui est cherché là-dedans, mais le problème aujourd'hui, quand tu cherches Éric Jalton, tu peux trouver la Guadeloupe contre toi. Donc c'est pas prudent. Oui. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est tout à fait exact, puisque je pensais en regardant cette affaire-là, si tant est qu'il y en ait une affaire. Je rappelle que Claude Danican bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à nouvel ordre. Et ce qui est fait sur les réseaux sociaux est malheureux. Et c'est vrai que l'attaque qui lui est portée par Jacobi Kouali, c'est véritablement Éric Jalton qui est visé derrière tout cela. Roi Beauchamp, rapidement. Ça, madame, il n'y a pas de pénétration, c'est juste... Bien, alors messieurs, oui, alors très rapidement, alors il paraît que par rapport à cette plainte-là de Jacobi Kouali, que Nadine Félix a été éjectée de sa fonction. Donc enfin, mise à l'écart, on pourrait dire, la directrice de Guadeloupe Première. Bon, alors... Moi, je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. Alors, parce que c'est une information qui sort comme ça. Là, on apprend quelque chose qui a été injecté. Oui. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ça? On ne fera pas un débat. Mais ce qui est intéressant quand même, ça montre bien, pour reprendre ce qu'on disait par rapport à Trump et aux médias, ça montre bien maintenant vers quelle dérive totalitaire on va. Au-delà des informations juridiques, au-delà de la réalité du droit, au-delà de la réalité des personnages, on connecte directement réseaux sociaux et opinion publique. Et l'un façonne l'autre. On dit dans le flou, pour pas dire dans le fou, le plus total.
Donc c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des espaces virtuels dans lesquels des informations circulent, façonnent des choses, remodifient des réalités qui deviennent des réalités factuelles, et puis voilà. Donc non, c'est pas évident. Monsieur André, rapidement, face à la rapidité des réseaux sociaux, l'instantanéité, alors ils se développent à côté de l'investigation rapide. Alors on aurait pu imaginer qu'à Guadeloupe Première, puissante institution journalistique, il y ait cette capacité d'informer, d'anticiper, puisque ça se passe chez vous. Alors, il y a nous. Ça se passe chez eux, et il y a nous, oui, communiquer, peut-être que... Non, pas du tout. L'investigation, comme vous avez la matière, le matériau, vous devez être aux avant-gardes. Le journal de Guadeloupe Première aurait dû être l'occasion pour... Ils ont j'allais dire un blanc, là, c'est pas un blanc, c'est un journaliste. Il y a des garimiciers dès qu'il y a une investigation. Des garimiciers sur le journal télévisé, et comme il s'est dit, nous, il y a une investigation. C'est code ayant, mais il y a encore. Bien. Alors, on ne fera pas un débat sur ça. Non, il n'y a pas de débat. Oui. Voilà. Il y a lieu de faire un débat. Il y a que du combat. Oui. Alors, le BTP, où en est-on? Monsieur Guardacan, vous êtes avec nous, monsieur Gardacan. Je dis Guada. C'est la préférence locale. Bonjour à tous. Monsieur José Gardacan. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous souhaiter les Guadeloupéens une bonne année? On est dans le mois de janvier toujours, donc je ne peux que souhaiter à tous les Guadeloupéens la bonne année en espérant qu'elle sera meilleure et que le Covid-19 disparaîtra de notre archipel le plus rapidement possible. Oui, alors comment va le BTP, monsieur José Gardacan? Oui. Le BTP va comme l'économie de la Guadeloupe actuellement, parce que, vous le savez, mis à part le problème du Covid que nous avons, mais le BTP rencontrait certains problèmes déjà depuis quelque temps. Pourquoi? Parce que on a de moins en moins de construction de logements, on voit de moins en moins d'opérations d'aménagement du territoire, je peux dire, même s'il y a quelques opérations qui étaient en cours. Mais c'est vrai que nos entreprises sont en difficulté, même si on nous dit aujourd'hui qu'il y a un paquet d'argent à travers le plan de relance de la région, le plan de relance de l'État, avec Action Logement qui arrive avec beaucoup d'argent, la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Mais c'est vrai que nos entreprises sont en train de disparaître les unes après les autres, que ce soit les grosses, que ce soit les petites, et les petites disparaissent encore plus vite, du fait des difficultés de trésorerie que ces entreprises ont actuellement, parce que le si peu d'activité qu'il y a, vous avez certaines collectivités qui prennent du temps pour payer, et nos obligations n'attendent pas, parce que ce soit au niveau des services fiscaux, que ce soit à la sécurité sociale, elles ont besoin d'être payées de ces charges sociales et fiscales en temps et en heure, mais nous ne sommes pas payés en temps et en heure, donc on se retrouve avec des difficultés. Et c'est la disparition au fur et à mesure des entreprises guadeloupéennes et même d'autres structures qui sont implantées en Guadeloupe depuis bien longtemps. Oui, alors il y a eu une manifestation, je crois, peut-être 2 ou 3 semaines. Après on a entendu que tout était réglé, tout allait bien. Mais on a remarqué que le MEDEF n'était pas avec vous. Il n'y avait pas d'autres organisations patronales. Mais je vais vous dire, c'est vrai que nous avons, à travers certaines organisations professionnelles, de monter un collectif, vous avez vu. C'est le collectif des socio-professionnels de la Guadeloupe, avec différentes catégories professionnelles. Nous avons fait une conférence de presse par rapport aux difficultés que rencontrent toutes ces catégories de socio-professionnels. Et c'est vrai que le MEDEF était absent, ils ont leur raison. Peut-être qu'ils ne se considèrent pas représentants de nos structures, que ce soit dans le BTP et que ce soit dans les autres organisations professionnelles qui étaient avec nous. Nous les avons, dans un premier temps, ils ont dit qu'ils n'avaient pas été invités. Nous les avons invités dans un deuxième temps.
Malgré ça, ils ont décliné l'invitation pour des raisons qui leur sont propres. Mais aujourd'hui, ce collectif de socioprofessionnels que nous avons monté continue son travail. Ça ne fait que commencer pour défendre les différentes catégories socioprofessionnelles qui sont en Guadeloupe, puis le BTP, le petit commerce, la petite hôtellerie, les pêcheurs. Nous avons pas mal d'organisations professionnelles et ce collectif qui a été monté servira à défendre les intérêts de ces différentes catégories socioprofessionnelles. Et il y en a d'autres qui nous rejoindront parce qu'on a pas mal de demandes actuellement. Mais peut-être que les intérêts de ces catégories de socioprofessionnels ne sont pas les mêmes que celles des autres. Mais nous sommes dans le paysage économique aujourd'hui et nous allons défendre nos intérêts et l'intérêt de toutes les catégories qui voudront bien nous rejoindre. Quand on dit que le BTP va, je ne peux pas dire que ça va. Ce n'est pas parce qu'on a fait une conférence de presse, qu'on a été reçu en région par le président de région qui nous a assuré qu'il y avait de l'activité à venir. Mais ce que je dis aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir toujours des entreprises guadeloupéennes qui pourront répondre à ces futurs marchés qui vont sortir? Vous avez vu ce qui s'est passé sur différents marchés déjà et où nous avons réagi. Et nous ne nous laisserons pas faire parce que nous avons créé des structures guadeloupéennes. Nous avons des parents qui ont travaillé depuis tantôt, qui ont monté ces structures. Et je ne suis pas le seul dans le cas. Et nous nous mettrons ensemble et nous essaierons du mieux que possible de défendre les intérêts des entreprises guadeloupéennes qui existent aujourd'hui. Et nous n'assisterons pas à leur mort sans pouvoir réagir ni donner notre avis. Monsieur Ramaille, une question? Non, c'est-à-dire que j'adhère parfaitement à tout ce qui concerne la vie de l'entreprise. Faisant moi-même partie de ce secteur, je comprends parfaitement les difficultés des uns et des autres, que ce soit dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans le petit commerce, chez le coiffeur, le loueur de voitures. Donc je sais que la situation est particulièrement tendue en ce moment, depuis janvier-février de l'année dernière, à cause de la situation sanitaire. Et c'est vrai que l'activité est en baisse, le monde économique, le monde social, au niveau de l'emploi, on a des ressentis, on a bien vu que pour ce qui concerne les pertes d'emploi, il y en a, ça se chiffre autour de, si mes souvenirs sont bons, autour de un peu de moins de 10%, autour de 6 à 7% de pertes d'emploi déjà, si ce n'est pas plus. Donc on voit bien que la situation économique est particulièrement difficile et je comprends tout, ça m'a fait toujours de la peine quand j'entends qu'il y a des entreprises en difficulté. Ça veut dire qu'il y a des pères et mères de famille en difficulté, des chefs d'entreprise qui ne pourront pas répondre à leurs obligations. Et je profite de l'occasion aussi, et là je pense que tout le monde sera d'accord sur cet aspect-là, c'est que les collectivités, comme disait M. Gadaoukan, les collectivités payent des fois 3, 4, 5, parfois non, parfois plus tard à leur recherche de paiement, et que les services sociaux de l'État, il y a une date fixe pour régler, par exemple, l'USAF. Ça n'attend pas. Si c'est le 4 janvier, ce sera le 4 janvier, le 4 de chaque mois, alors qu'on sera payé un an après ou 3 mois après. Il faut trouver de la trésorerie pour payer les services de l'État, les services sociaux, et pour payer les salaires. Donc, c'est véritablement un problème, et j'appelle à nos élus, à nos responsables politiques, de faire un effort pour payer les entreprises en temps et en heure, de manière à aider. C'est une manière d'aider les entreprises, que ce soit les entreprises locales ou les entreprises tout court. Mais il faut trouver le moyen de payer les entreprises en temps et en heure. Et d'ailleurs, c'est une loi, c'est une obligation de payer en temps et en heure. C'est marqué sur la page. Question, oui. Question, monsieur. Pas de question, seulement. Je m'aligne tout à fait sur ce qui a été dit, que ce soit par M. Gadaoukan et également par Édouard. C'est une situation qui est catastrophique. On connaît l'économie est malade et les impacts sur le social ne vont pas commencent à se faire sentir, ça c'est un fait certain. Donc face à cette situation, nous avons bien compris qu'il y a, me semble-t-il, des divergences entre les organisations professionnelles, puisque j'ai pu comprendre de la voix
de M. Gadarkan qu'il y a des éléments, les prémices en tout cas de l'émergence collective de socio-professionnels. Ce serait sans doute une bonne chose. Mais la situation en Guadeloupe, nous la connaissons, les pathologies de cette économie existent un peu partout, et qu'on doit faire appel à une large concertation à l'intérieur même du secteur, pour que les acteurs puissent agir transverse un peu dans le même sens, et aussi du côté des politiques, pour qu'ils puissent comprendre que la réussite de l'économie en Guadeloupe dépend pour beaucoup de la qualité des politiques publiques. Parce que je ne cesse de le dire, les entreprises sont là pour produire du travail, pour produire de la valeur ajoutée, produire de la richesse, permettre des gains de croissance, absolument. Donc il faut qu'il y ait des politiques en face qui mènent des politiques tant en termes des obligations à respecter, il a bien dit, ils sont habillés en temps et en heure, etc. Donc voilà un peu mes propos là-dessus. Et on le dit souvent, hein, lorsque le bâtiment va, tout va. Donc il y a lieu de dire, eh bien, il faut que ça aille mieux pour le bâtiment. Voilà, c'est un peu, je termine là-dessus pour te dire, je formule vraiment que les choses s'améliorent. D'accord. Oui, alors c'est pas une situation spécifique à la Guadeloupe. Hein, ça c'est bien exagéré. C'est une situation qui est particulière et qu'on connaît depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la régulation par le marché. Et dans la régulation par le marché, il y a deux acteurs qui sont dominants, les banques et derrière les banques la finance. À toutes les échelles. Et le problème se pose, non même pas au niveau de la finance, mais parce que si l'activité, il peut y avoir de l'activité, mais au niveau de la monétarisation. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de trésorerie. Alors moi, ce que je voudrais demander à José, c'est techniquement, concrètement, ce problème est récurrent, il est systémique, il fait partie du capitalisme subtil, en Guadeloupe comme ailleurs. Donc comment les organisations professionnelles, et José en particulier, comment vous imaginez la circulation ou la venue de la fluidité des liquidités, puisque manifestement le problème se pose au niveau de ces liquidités-là. Est-ce qu'on a imaginé, est-ce que tu as imaginé, est-ce qu'on peut imaginer un système, une alternative qui permettrait aux liquidités bloquées par la région, pour des phénomènes de ralentissement, bloquées par ceci, bloquées par ça? Comment faire pour répondre à cette question-là? Est-ce qu'on a imaginé un système? Moi, je dirais tout simplement, à travers tout ce qu'on entend, à travers tous les budgets aujourd'hui qui sont mis à disposition de nos entreprises, on a un problème comme vous l'avez dit, c'est systémique aujourd'hui. On ne peut pas mettre autant d'argent à disposition de l'économie de la Guadeloupe à travers le BTP, je parle d'autres secteurs aussi, et qu'on ne puisse pas les utiliser parce que nous avons des contraintes, nous avons des blocages des fois qui fait que les années passent et ces budgets-là, ça ne peuvent pas être utilisés. Je prends le cas, je vais parler du bâtiment, je prends le cas de la LBU aujourd'hui que nous avons, qui depuis une dizaine d'années diminue d'année en année. On a eu la défiscalisation dans le logement social qui était couplée avec la LBU, sachant que les agréments pour la LBU sont donnés localement à travers les services de l'État. Lorsque nous avons les accords concernant la LBU localement, les agréments qui sont donnés pour la partie défiscalisation à Bercy prenaient des années, même si ça s'est amélioré. Mais on a un système qui a été mis en place aujourd'hui, soi-disant pour faciliter la sortie de certains dossiers, mais on a l'impression au contraire qu'il y a des blocages à ce niveau-là aujourd'hui qui font que les dossiers ne sortent pas. On a un problème, mis à part la LBU, vous avez des communes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas leurs flux. Ce sont les services de l'État qui ont récupéré la compétence pour pouvoir sortir les flux. Vous avez un architecte conseil aujourd'hui qui instruit les différents permis pour les différentes opérations. Et le formalisme est devenu de plus en plus long pour que les opérations puissent sortir. Alors, on s'entend dire des fois, et la plupart du temps, qu'on nous met un paquet d'argent à disposition, mais qu'on ne l'utilise pas et que cet argent-là, ça repart. Il y a une simplification des procédures qu'il faudrait mettre en place actuellement dans notre système. Si on n'arrive pas, soyons clairs, si on arrive, on a identifié des blocages, on sait qu'il faut une simplification. Si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a une entreprise systématique de mise à mort de l'économie locale.
Oui, mais ça passe. Pourquoi? Parce qu'on a un système dans lequel on fonctionne actuellement qui ne nous permet pas de pouvoir changer les choses. Quand vous avez un contrôle de légalité qui aujourd'hui est souverain, je dirais, parce que lorsque vous envoyez, on nous a donné la décentralisation à un moment donné. C'était les maires qui avaient en charge l'aménagement de leur territoire. Maintenant, même avec la décentralisation, on constate que c'est toujours les services de l'État qui ont la même mise et qui donnent les autorisations pour pouvoir faire. La plupart du temps, c'est même présidents de collectivités, de communes et de tout cela, lorsqu'ils ont des projets d'aménagement pour leur territoire, se voient refuser carrément les différents projets qu'ils mettent. Donc, mis à part ces problèmes de blocage que nous avons, parce que c'est systémique, le système actuel de la Guadeloupe ne nous permet pas de prendre nos responsabilités et ne nous permet pas, même si on nous a donné des compétences dans certains secteurs, ne nous permet pas de sortir ces projets. Parce que, comme on le dit, maintenant, vous allez voir les services de l'État, on va vous dire, M. Gadarkan, vous savez, c'est législatif. Donc, on ne peut pas changer le système. Donc, il y a tout un système à revoir. On ne peut pas d'un côté nous dire, on met beaucoup d'argent à votre disposition parce que nous sommes un département français, nous faisons partie d'un système européen, nous avons de l'argent à travers le plan de relance de la région, de l'État, nous avons pas mal d'argent à travers la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, et qu'on voit que les projets ne sortent pas et l'argent et les budgets qui sont mis à disposition ne sont pas utilisés. Et on voit des entreprises guadeloupéennes et des artisans disparaître de jour en jour. Et on se pose la question, demain, quand il y aura des opérations qui vont sortir, est-ce qu'il y aura des entreprises guadeloupéennes capables, en compétences et en moyens humains pour pouvoir répondre à ces marchés? Attends, juste... Café? Non, pas café, mais on est bouchant, et puis pas d'omi. Ah, très bien. On est au Raveno? Oui, les autres, hein. Alors, on a écouté très religieusement. Alors, est-ce qu'on peut dire ces situations-là à José Gadarkan en question ou bien en petite analyse, on peut savoir? Non, on va suivre très religieusement les explications que M. Gadarkan et Kabaye. Et en cas que fond à problème là, il touche. C'est-à-dire que nous avons un environnement administratif, politique, etc., qui effectivement a créé un certain nombre de blocages qui a fait que ni on difficulté véritablement à ce que ni on survit et on vit et les entreprises guadeloupéennes ont un véritable développement à la Guadeloupe. Tout simplement parce que à la fois sur les simplifications que j'ai parlé, nous pas ni prise pour dire que nous allons mettre en place un certain nombre de moyens administratifs ou autres pour faire ces simplifications-là. Ça, nous pas ni pouvoir de décision en ligne. Et à la fois aussi, en les visions même de développement à pays en nous et des possibilités à pays en nous d'aller à le développement, à tous les points de vue. Nous pas ni pont visibilité en l'air et nous pas ni non plus les moyens d'influer en l'air à ça. Alors, c'est en réalité que ce système-là lui-même méritait transformer, modifier. Et ça, c'est une volonté guadeloupéenne que nous avons affirmée de plus en plus. Parce qu'effectivement, il n'y a pas parlé de décentralisation, mais on va constater qu'actuellement, tous les services déconcentrés de l'État, ils auraient pris en main pour vous. Wow. Et c'est eux qui a décidé. En fait, à pas les collectivités qui a décidé, c'est eux qui a décidé, effectivement. Et les mesures qui sont en place là, sur le plan social, etc., sur le plan, par exemple, les entreprises, à chaque fois, il n'y a pas un problème à les dettes sociales, etc. Bon, on a un petit problème de communication. Monsieur Nico, vous voulez dire quelque chose? Excusez-nous, on n'a pas de nouveau, on a un problème. Ouais. Allez, vas-y. Alors, moi, je voudrais poser trois questions, en fait, à M. Gadarkan. Est-ce qu'on ne le voit même pas? Est-ce qu'il nous entend? Technicien? Il ne nous entend pas? Il ne nous entend pas. D'entreprise. Alors, de face, il est revenu. Je suis revenu. C'est reparti. Voilà. La connexion. On a un petit problème de connexion. Ouais. Une connexion? Oui. Nico, vas-y. Ça marche, on y va alors, oui. On y va, le technicien, ça va là? Nico, vas-y. Oui,
Moi, je voudrais, si M. Gavaka m'entend ou ceux qui m'entendent, poser deux questions. Une question d'enfant mal élevé et une qui se veut plus intelligente. L'enfant mal élevé a envie de demander à M. Gavaka par le petit bout de la lorgnette, est-ce que tout ça, c'est pas une histoire de blancs contre des Indiens avec des nègres silencieux, frileux, pris en otage et complices? Ça, c'est l'enfant mal élevé qui pose cette question-là. Ça. Bon. Donc, j'aurais bien l'entendre là-dessus, entre nous. Hein, personne n'écoute. Comme personne ne nous écoute, pour nous parler de ça, quoi. Franchement. Hein, ça, sincèrement, on peut parler comme ça, nous connaître, nous. Mais, donc, je peux dire ça. Qu'est-ce que tu dis à ça, hein, José? Si on a dit ça, blanc contre les Indiens, bitar l'argent entre blancs qui n'est l'argent, les Indiens qui n'est l'argent, et ces nègres-là, peu importe, même si au président de la région, même s'ils peuvent s'ayoyer, ils sont silencieux, ils sont otages, ils sont complices à bitar là ça. Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas changer d'alliance? Est-ce qu'on peut ensemble tout par là? Mais là, on peut dire. Non, si on dit que vous m'allez livrer, si vous m'allez livrer que pose en question. J'ai bien compris. Je vais essayer de répondre à l'enfant mal élevé. Je vais tout simplement vous dire. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème ni de nègres, ni de Indiens, ni de blancs. La société guadeloupéenne, elle est ce qu'elle est. Elle a son histoire. Il y a des Noirs, il y a des Indiens, il y a des Blancs. Aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. Il faut qu'on puisse développer ce vivre ensemble. Mais le problème se pose. La société guadeloupéenne, je reviendrai un peu en arrière, c'est une jeune population avec une histoire. Aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, c'était les béquets, les Blancs qui détenaient l'économie de la Guadeloupe. Aujourd'hui, vous avez des petits Guadeloupéens, fustiles, Indiens, Noirs, tout ce que vous voulez, qui ont été à l'école. Qui m'émergent. Et qui arrivent sur le marché du travail et qui ont des places à prendre au niveau de l'économie. Parce que si nous restons dans cette situation-là, à faire que des constats, la Guadeloupe n'évoluera pas et continuera à fonctionner dans le système que nous dénonçons en permanence. Je ne suis pas là pour dénoncer. Nous avons suffisamment fait de constats. Nous avons des dispositions à prendre pour pouvoir avoir une place dans l'économie de la Guadeloupe. Okay? Ce n'est pas un problème de nègres indiens. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis indien que je suis là. Je suis président de la Fédération du bâtiment. Il y a eu des Noirs qui ont été présidents, il y a eu des Blancs, il y a eu tout. On fait des constats. Aujourd'hui, les Guadeloupéens de diverses origines que nous sommes, nous avons notre place à prendre dans l'économie de la Guadeloupe. Ce n'est pas possible qu'on fasse des constats en permanence, de dire « Ah oui, ce sont toujours des gens de l'extérieur qui viennent et qui font ». Nous allons dans les mêmes écoles aujourd'hui, nous avons les mêmes compétences. Et si aujourd'hui, moi, je me bats pour ma profession et pour mon secteur d'activité, c'est parce que nous avons pris une place sur le marché guadeloupéen. Mais nous tenons à continuer à le développer, à faire en sorte qu'il y ait d'autres jeunes et d'autres Guadeloupéens, de d'autres origines fustiles, qui puissent prendre leur part dans l'économie de la Guadeloupe. Il ne suffit pas de faire des constats, et il ne suffit pas que chacun reste de son côté, puisse dire « Ah oui, on fait toujours les mêmes constats, ce sont toujours les mêmes, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur ». On n'a rien à prouver. Nous, aujourd'hui, on a une place à prendre dans l'économie de la Guadeloupe. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on a travaillé en Guadeloupe aujourd'hui, on peut travailler n'importe où. Je le confirme. Parce que nous avons 3 fois, 4 fois plus d'obstacles que dans d'autres pays et dans d'autres systèmes. Donc, ce n'est pas une histoire de nègres, de Indiens ni de blancs. On est une société multiculturelle. L'histoire, on la connaît. On sait comment nous sommes arrivés, que ce soit nos grands-parents, nos aïeuls et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a une place à prendre. Nous allons dans les mêmes écoles. Il ne suffit pas de dire « Ah oui, parce que ce sont des Guadeloupéens, ils ne savent pas faire ». Il faut qu'on démentisse ce langage qu'on a. Il faut que des Guadeloupéens puissent démontrer, parce qu'il ne suffit pas de dire « Oui, on veut faire », mais il faut que nous aussi, nous soyons en capacité de démontrer que nous sommes capables de faire, que lorsque nous prenons des engagements, nous les respectons. Mais que les donneurs d'ordre, et je le dis, que ce soit
dans le tourisme, que ce soit dans le BTP, le commerce, la petite hôtellerie, les pêcheurs, tout ce que vous voulez, reconnaissent qu'aujourd'hui, il y a des Guadeloupéens qui sont en capacité. Même s'ils étaient indiens, qu'ils étaient blancs, ils étaient noirs, ils étaient chinois, tout ce que vous voulez, il y a des Guadeloupéens aujourd'hui en Guadeloupe qui démontrent et qui vont démontrer encore qu'ils ont la capacité. On a toujours pour habitude de dire tout ce qui vient de l'extérieur, c'est meilleur. Il faut qu'on arrête ce discours et qu'on montre à nos enfants. Non, c'est déjà l'heure de la pause. Non, avant le café, monsieur Galargan. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions le pouvoir, monsieur Galargan. Comment on fait pour prendre le pouvoir? Puisque nègres, indiens, tout ça, ça c'est secondaire maintenant par rapport à l'ennemi commun. Comment nous faisons pour se mettre ensemble pour prendre le pouvoir chez nous, dans le pays? Il vous répondra après la pause. Après la pause. Oui, parce que c'est l'heure de la pause. Après la pause, c'est dommage. Ni café. Nous ne pouvons pas aller après café là. La pause, oui. Okay? Tout à l'heure, oui. Okay. Avec José Galarcan, monsieur Italique. Oui, président Galarcan. Oui. Je suis là, je vous écoute. Président, comment nous faisons pour prendre le pouvoir ensemble, puisque désormais, je suis d'accord avec vous, l'enfant mal élevé devient plus sage, pas ni problème à Indiens, de nègres et tout ça, ni des Guadeloupéens qui, en dépit de le fait qu'ils se ressemblent, priorisent ceux qui les rassemblent. Hein? Bon. Qui j'en ai fait? Comment faisons-nous pour prendre le pouvoir de notre pays? Mais aujourd'hui, le pouvoir, il faut le prendre par le pouvoir législatif, je dirais, si vous voulez. Aujourd'hui, on nous parle de changement de statut pour la Guadeloupe, parce que nous faisons des constats. Nous avons constaté que c'est les autres qui ont décidé ban nous, qui ont fait ban nous. Aujourd'hui, il y a ban nous la possibilité que nous changions de statut. Nous refusons à un certain moment donné de changer, nous voyons qu'à passer ailleurs, nous voyons qu'à passer en Martinique, nous voyons qu'à passer en Guyane, nous voyons qu'à passer à Saint-Martin. Aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour nous demander à changer statut à la Guadeloupe et mettre ça qu'il y a dedans. Et ça qu'il faut pour nous. Parce qu'il n'y a pas de monde de l'extérieur qui vient dire nous, ça qui bombe en nous. Nous avons fait suffisamment de constats. Nous avons parlé des problèmes de l'eau tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est inadmissible que ces gens qui viennent dire nous, ça qui bombe en nous, en de l'eau. Donc, nous avons une possibilité de changer de statut aujourd'hui. Il n'y a pas de nous. Faites-nous savoir, faites-nous discuter, faites-nous payer avec le monde socio-économique, avec les politiques, tout ça. Ça bien belle de dire, oui, c'est le président de la région qui n'a pas fait, ce sont les élus qui n'ont pas fait. En cas partie du principe qu'un élu, il n'est pas avocat, il n'est pas ingénieur, il n'est pas médecin, il n'est pas représenté, il n'a pas ni connaissance dans les différents secteurs. C'est nous à aller voir les élus aussi à un moment donné pour dire, monsieur mien, pas comme ça va passer, mais c'est comme ça va passer. Aujourd'hui, nous avons fait des constats en permanence. En permanence, nous avons fait des constats. Nous pas savons, nous dire, ah ouais, nous pas savons faire. Ou bien, il y a fait. Il y a dire comme ça, ah oui, c'est toujours les mêmes qui ont fait, c'est toujours les mêmes qui ont monté au créneau. Ou bien à partir du moment où baillons à vie, si on bitait qui peut améliorer le quotidien nous en Guadeloupe, il y a dire, ah ben ouais, vous venez indépendantiste, vous venez ci, vous venez ça. Non, fait nous arrêter ces bitins-là, ça. Fait, aujourd'hui là, il y a nous la possibilité de faire. En nous mettez-nous l'entour table, nègres, indiens, blancs, tout ça, vous voulez, pour nous pédir, mais à pas comme ça, nous avons la Guadeloupe. Okay? À part dans le développement là, nous voulons pour la Guadeloupe, à part depuis Paris pour nous faire. Fait compter avec nous pour nous faire ça qui est bon pour nous. C'est nous qui savons qui est bon pour nous. C'est nous qui savons ici qui j'en ça va passer. Pourquoi avoir des fonctionnaires qui viennent ici ils viennent pour 3 ans, 4 ans, et c'est eux qui viennent dire ça qui est bon pour, ça qui n'est pas bon pour en Guadeloupe. Fait nous arrêter. Pourquoi nous parler de Marie Galante, Marie Galante, nous avons l'impression qu'il ne veut pas que Marie Galante développe. On a des maires à Marie-Galante qui besoin de développer les communes, qui sont en difficulté, et qui ont des projets qui te porter l'argent pour développer les communes. Ah ben, ils bloquent. Pour eux, c'est peut-être parce que faire monde vient acheter, construire des villas, et nous rester comme ça, et après, nous ne savons pas gérer, nous ne savons pas faire. Il y a un moment donné, il faut nous arrêter avec ça. Il faut nous arrêter, de faire constat. Il faut nous réagir. Le pouvoir, il faut le prendre. Économiquement, il faut nous prendre. Fait pas nous laisser monde venir de l'extérieur pour dire nous comme ça, ah, ils n'ont pas ça faire, c'est eux qui toujours sachant. Il faut arrêter ça. Nous, c'est des sachants à présent. Nous, à l'école. Peut-être avant, famille, nous pas la possibilité d'aller à l'école. Nous, à l'école, aujourd'hui. Nous, nous qui de l'école là-bas, là, qui ne peut pas rentrer parce qu'ils n'ont pas trouvé travail.
Donc, à un moment donné, nous savons qu'on nous voulons aussi. Il ne suffit pas de faire constant en permanence, de dire oui, ça n'a pas caillé, c'est ça nous croit vrai. Mais nous croyons vrai qu'il faut quand même nous. Et ça qui a existé, qui a disparu des jours en jour. Président Galacor, Edouard, oui. Ce que j'ai entendu là est exceptionnel. Oui. Très sincèrement, non, pas du ça. Bon, on panique qui défaut, on m'a dit ça, mais j'ai d'autres vertus. Sincèrement, ce que vous venez de dire est exceptionnel. J'espère que la Guadeloupe vous entend. Et j'espère que ce sera suivi d'effets. Parce que vraiment, des gens comme vous, dans cette posture-là, là où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait et ce que vous pouvez faire encore, tenir un discours comme cela est exceptionnel. Je prie que la Guadeloupe vous entende et que ce soit suivi d'effets. Si je parle comme ça, c'est à force d'expérience que je parle comme ça. Okay. Je fais des constats et j'essaie de faire évoluer les choses aussi en emmenant ma pierre à l'édifice, comme on dit. Okay. Mais aujourd'hui, c'est à force de faire des constats, de voir comment ça se passe dans notre Guadeloupe, que je dis maintenant, ça suffit. Il faut que les choses changent. Et il faut qu'il y ait le maximum de Guadeloupéens qui prennent conscience de cela. On a été à l'école à un moment donné, on nous a appris que nos ancêtres c'était les Gaulois, ça finit. Nous connaissons qu'à ancêtres en noir présent en Guadeloupe. Nous sommes une société multiculturelle, nous connaissons qu'à ancêtres en nous. Une fois qu'elle nous dit ça, on nous arrêter et faire et nous dit que nous pas capables de faire, nous pas savons faire, nous sommes des incompétents. Ni des Guadeloupéens qui ont montré tous les jours qu'ils savent faire et dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs d'activité de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous avons un système de gouvernance là qui peut-être pas caille en sens en nous, mais qu'il faut faire évoluer. Il y a nous la possibilité de faire évoluer. En nous étudier les différents systèmes qui étaient meilleurs pour nous. Nous pas à l'abri de faire des erreurs. Maintenant nous pas essayer, nous pouvons arriver. Pourquoi prendre Saint-Martin y essayer, Martinique a essayé, la Guadeloupe a essayé. La Réunion et la Guadeloupe toujours refusé. Parce qu'il y avait toujours resté département français sous la coupe de l'État, avec des avantages et des inconvénients. Enfin, nous, voyons qui avantage nous ni, qui inconvénient nous ni, et permettre de faire des propositions pour dire, mais c'est ça nous voulons pour payer à nous. Nous ne pouvons pas continuer dans ce système-là, ça, parce que nous arrivons à bout. Et si nous voulons nous continuer comme ça, c'est que nous avons de plus en plus de problèmes, de conflits entre nègres, indiens, blancs, nous avons des conflits avec des salariés, à juste titre, parce que là, les salariés, ils n'ont pas travaillé avec nous. Entreprise, business, salarié, salarié, business, entreprise. Mais si vous voyez nous disparaître, qui les entreprises, qui les salariés, nous pouvons des gens de l'extérieur viennent faire, et en coutume m'a dit depuis quelques temps, qu'ils ont fait nous qu'on les Caraïbes, ils ont mis nous à Dompac, et ils ont dit c'est eux qui étaient là avant. Merci beaucoup. Alors, c'est édifiant, c'est vraiment édifiant ce que j'entends, parce que ça résonne, à mon sens, comme une réalité qui, je pensais, qui était un peu cachée, mais qui ressurgit au travers des propos de José Gadaracan, et qui montre bien que d'une part, il y a une grande souffrance dans ce monde du BTP. On a entendu des choses assez gravissimes. Je sais que les délais de paiement des collectivités locales sont extraordinairement dangereux et inédits dans la France hexagonale. Ça n'existe pas. C'est inquiet en Guadeloupe, dans les départements d'outre-mer, quand on attend des délais de paiement aussi dangereux pour les entreprises. Mais ce qui est fondamental, j'ai entendu parler de responsabilité. Raphaël parlait de système. Et José expliquait qu'effectivement qu'il y a un vrai problème dans ce système qui empêche justement à ce monde d'exister. Deux questions. La première va consister à poser d'abord un préalable. Je suis convaincu qu'on ne peut pas travailler dans un précaré constitutionnel aussi étroit que celui-là. Et José l'a dit. On ne peut pas permettre à nos entreprises de se développer avec des contraintes réglementaires, législatives, qui les empêchent de pouvoir rayonner. Un exemple très simple. Sous les marchés, la commande publique empêche justement de choisir une entreprise locale. Les préférences locales sont à bannir, sont interdites. Alors que, en Corse, depuis 2013, les fédérations du BTP, le monde politique, se sont associés pour pondre une charte, justement, pour intégrer les préférences locales. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser l'avenir du BTP sans penser justement, bien évidemment, à une résurgence sur la manière dont le statut de la Guadeloupe se pense et se lit aujourd'hui. Ça a été dit. On ne peut plus lire
le développement économique de la Guadeloupe si on reste dans un précaré constitutionnel qui nous empêche de le faire. Il faut absolument une préférence locale dans la commande publique. Autrement dit, la jeunesse guadeloupéenne qui a besoin d'insertion, de formation et qui se voit véritablement appelée dans les marchés publics, si elle n'est pas locale, connaîtra davantage de difficultés. Ma question, elle vient. Est-ce que ce que tu appelles de tes voeux, la responsabilité guadeloupéenne, est-ce qu'elle permettra, José, une préférence locale dans la commande publique? Mais elle le permettra parce que tu parlais de la Corse. Il n'y a pas qu'en Corse qu'aujourd'hui qu'on prône la préférence locale. Tu vas dans certaines régions. Je suis président de fédération, je rencontre mes homologues en métropole. Il y a certaines régions en France métropolitaine où on prône déjà la préférence locale. Bien sûr. Vous voyez? Parce que ce sont des régions. Il n'y a pas de raison. Nous avons une double difficulté de par notre insularité. Et je vais le dire. Parce que quand nous répondons à des marchés localement, lorsque nous voyons des appels d'offres qui vont sortir dans la Caraïbe, en Martinique, en Guyane, okay? Ces gens-là, ça, et avec raison, défendent leur précarité aussi dans leur département. En Guadeloupe, je dirais, avec la complicité de certains maîtres d'ouvrage, on ne parle pas de préférence locale. On a un code des marchés publics qui existe, oui, mais il y a un volet. Aujourd'hui, lorsque vous répondez à un appel d'offres, on vous dit, ah oui, mais ce n'est pas le prix qui est prépondérant. On vous parle de technique, on vous parle de bilan carbone, on vous parle d'insertion, de toutes sortes de volets. On a de quoi aujourd'hui permettre aux entreprises guadeloupéennes de travailler en Guadeloupe et de maintenir l'emploi en Guadeloupe. Tu parlais de formation tout à l'heure. C'est bien beau lorsqu'on voit des gros projets comme le CHU qui est en train de se faire. On a eu d'autres gros projets. On a Bainbridge qui se fait, on a le port autonome où il y a des gros projets. On s'entend dire des fois, par des maîtrises d'œuvre, des bureaux d'études qui font des études sur ces opérations en métropole, ah oui, mais est-ce qu'il y a des entreprises compétentes pour pouvoir faire ces travaux? Est-ce que vous avez du personnel compétent? Mais si en permanence on s'entend dire ça et que nous ne prenons pas des dispositions pour démontrer le contraire, et la première des choses à démontrer, ce sont les entreprises avec leurs salariés qui doivent défendre leurs intérêts pour démontrer qu'elles ont les compétences en moyens humains et en compétences. Je vais revenir sur le marché de l'aéroport dernièrement. Okay? En 2012, nous avons réalisé les travaux de réfection, pas de confortement, de réfection du tapis d'enrobé. Il y a eu des soucis parce que le bureau d'études, qui était métropolitain encore une fois, a fait des études et elle s'est trompée, elle n'a pas fait le travail qu'il fallait. On nous a attaqué pour pouvoir faire comprendre que c'était la qualité de nos travaux qui n'était pas bonne. On a démontré le contraire. On relance un appel d'offres, on fait un groupement d'entreprises guadeloupéennes. Okay? Parce que vu l'importance du marché, on a fait un groupement d'entreprises guadeloupéennes. Il était prévu que 80% de la masse financière reste en Guadeloupe. Il y avait 20% qui devaient partir en métropole parce qu'on avait un problème de matériel qu'on n'avait pas en suffisance pour pouvoir faire ce chantier-là. Aujourd'hui, on s'entend dire pour 0,40 points dans un tableau d'évaluation, pas même un demi-point, 0,40 points, on donne à une entreprise métropolitaine la préférence qui aujourd'hui va sous-traiter 20% de ce marché. Messieurs, il faut qu'à un moment donné qu'on soit clair. Est-ce que vous pensez, en 2020, nos entreprises ont pratiquement fait 50% de leur chiffre d'affaires. On voit des affaires qui sortent pour 2021 ces entreprises pensaient qu'il y aurait une embellie pour leur secteur d'activité. Et on se voit écarté pour 0,40 points et on voit des maîtres d'ouvrage accepter ça. Il y a des politiques qui sont dans le conseil de surveillance de l'aéroport. Vous avez la région, vous avez le département, vous avez Cap Excellence, vous avez la chambre de commerce et vous avez la CCI, l'État. Aujourd'hui, on laisse faire ça. C'est nous, socioprofessionnels, qui allons défendre notre précarité. On ne peut pas accepter ça. Et ça, je parle du BTP, mais c'est dans tous les secteurs, c'est pareil. Il faut un moment. Et derrière, on va vous dire, ah oui, vous ne jouez pas le jeu de l'insertion, vous ne jouez pas la formation. Mais pourquoi je puisse jouer tous ces jeux qu'on nous demande de mettre en place? Il faut que j'ai de l'activité. Il faut que mon entreprise puisse continuer à perdurer et que les entreprises du BTP puissent continuer à perdurer. Et pour qu'elles puissent continuer à perdurer, il faut qu'elles aient de l'activité,
Il faut qu'on les paye en temps et en heure. Il faut qu'ils aient des salariés qui soient formés et qu'on puisse continuer. Mais à ce rythme-là, c'est la disparition des entreprises. Okay? Et si nous ne réagissons pas, tout un chacun dans leur secteur d'activité, je vous ai dit, on va nous mettre dans un parc bientôt et on va nous dire que c'est eux qui étaient là avant. Voilà ce que j'avais à dire. J'allais justement vous dire que le problème, la question n'est pas simple. Hein. Nous sommes là en train de discuter et je me rends compte très bien que nous sommes en train, me semble-t-il, de faire notre mea culpa. On a sans doute échoué quelque part. Ce que dit M. Delacon est tout à fait vrai. Vous savez, quand nous parlons entre nous. Là, on l'écoute. Mais il y a la population qui nous regarde. Il y a cette population sur un certain nombre de questions, elle sera amenée à se prononcer, notamment sur les questions de choix politiques, de statut, etc. Mais il y a cette population aussi qui nous dit qu'elle porte quelque part les marques de l'histoire. Parce que quand elle regarde cette population, elle voit qu'il y a eu un certain nombre d'activités, de secteurs économiques qui nous ont échappé. On pense par exemple aux années 70, quand on a fermé des usines. Il y a eu Blanchette, il y a eu Sainte-Marthe, il y a eu Grosse-Montagne, etc. Et Beauport, tout cela. L'économie, il y a eu CGT aussi qui en est parti. Et qu'est-ce qu'il se dit elle se dit, cette population? Eh bien, on n'a pas su peut-être prendre la manette à ce moment-là. Vous savez, quand un car s'arrête, un bus s'arrête et le chauffeur s'en va, il y a un autre qui prend le volant. Eh bien, quand le baron Pain a quitté Blanchette, par exemple, il n'y a eu personne pour prendre la relève. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons à Blanchette? Ce que nous voyons actuellement. Donc, il y a une réalité économique qui est telle, et la population, beaucoup de personnes, en tout cas de Guadeloupéens, pensent que cette situation-là, que nous vivons actuellement, elle est le fait de l'histoire. On n'a pas su à un moment donné s'accrocher pour pouvoir prendre la manette, parce que le pouvoir économique, à mon avis, elle est extrêmement importante. Alors, elle a son rôle. Et je pense même qu'elle serait déterminante par rapport au pouvoir politique. Alors, voilà mon avis là-dessus. Alors, merci. José, juste ma deuxième question. Si tu estimes, et si nous pensons, et moi je suis tout à fait d'accord, que la préférence locale doit être plus que nécessaire dans nos latitudes, comment pourrait-on faire en sorte qu'elle soit une évidence, une réalité, sachant qu'elle est discriminatoire au point de vue européen, qu'elle est illégale dans le droit national et qu'elle est nécessaire dans notre territoire? Bien évidemment, il faut impliquer les élus. Oui, il faut que ça passe par des élus, mais il faut un minimum, je dirais, de prise de conscience pour dire, oui, on est dans un cadre européen, on a une réglementation à respecter, mais nous avons des éléments aujourd'hui qui nous permettent de donner la préférence locale. Nous sommes sur un caillou, la Guadeloupe c'est un caillou, nous ne sommes pas sur un continent aujourd'hui où on peut aller travailler dans un autre département ou dans une autre région. Nous sommes sur un caillou. Le si peu d'activités que nous avons doit être réalisé par des entreprises guadeloupéennes. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. Même si nous sommes dans un cadre européen et français. J'entendais votre intervenant qui disait tout à l'heure, il faut que la population prenne conscience. Il faut que la population prenne conscience d'une chose. Est-ce que nous voulons être et rester une société de consommation, et de transferts sociaux, ou est-ce que nous voulons participer à la vie économique de la Guadeloupe? Et la vie économique de la Guadeloupe passe par la prise du pouvoir et prendre le pouvoir économique. Vous parlez tout à l'heure des usines, de tout ça. On a fait un constat que les usines ont disparu. On a constaté qu'aujourd'hui, les problèmes de la banane, avec le chlordécone, la banane va disparaître aussi. Mais qu'est-ce qu'on a en contrepartie? Quand vous regardez, on nous critique en permanence qu'on n'a pas de savoir-faire. Vous savez que pratiquement, ça a peut-être évolué, il y a 2 ans, 3 ans de ça, 80%, voire plus de la viande qui était consommée en Guadeloupe venait de l'importation. On prend le cas des œufs en Guadeloupe. Vous avez des producteurs de poulets, des éleveurs qui font des œufs, tout ça. Un œuf au-delà de 14 jours ne peut pas être vendu comme œuf frais. Les importateurs ont obtenu une dérogation pour pallier à ce problème de délai. Parce qu'on sait pertinemment, quand un œuf sort de métropole, il prend au moins 24 jours, si ce n'est pas plus, pour arriver en Guadeloupe, et on le vend sous le label œuf frais. Derrière, on va vous dire, ah oui, il y a des Guadeloupéens qui ne veulent pas faire, qui ne savent pas faire. Mais même quand ils ont la volonté de faire, ils sont confrontés à des blocages
OK? Pourquoi? Parce que nous avons un réseau de distribution qui a plus intérêt d'aller acheter des produits d'importation parce qu'ils ont des marges conséquentes. OK? Mais il ne faut pas qu'en Guadeloupe, on puisse continuer en permanence à s'entendre dire ça. C'est soit nous, la population, accepte de rester une société de consommation, mais la consommation aura ses limites. Parce que le jour où il n'y a pas d'argent qui circule à travers la production et à travers la réalisation, tout à l'heure on parlait du BTP, s'il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y a pas de flux financier, pour répondre à M. Spéronel un petit peu, la Guadeloupe, on deviendra une société de consommation. Une société de consommation où les Guadeloupéens ne sont pas formés à faire à aller dans certains domaines d'activité. Et on nous dira encore une fois, et ça va perdurer et ça va s'amplifier de s'entendre dire que nous sommes des incompétents. OK? Donc il faut qu'à un moment donné, on puisse toucher du doigt. Je touche un peu. Si je parle comme ça, c'est parce que je touche un peu à tous les secteurs. Je suis un entrepreneur avant tout, donc je touche un peu à tous les secteurs. Mais quand je vois les difficultés que nous avons, même si nous avons toute la volonté que nous avons pour pouvoir mettre en place, développer certaines filières d'activité. Vous parliez de la SEGT tout à l'heure. C'est pareil. La SEGT a été la première ferme d'Europe par le nombre de vaches laitières que nous avons. OK? Aujourd'hui, c'est plutôt de la viande pour la boucherie qui a sur la SEGT. Mais même cela, est-ce que le secteur est organisé aujourd'hui pour écouler la production locale? Est-ce que la grande distribution n'a pas plus intérêt de faire de l'importation pour pouvoir continuer à fonctionner? Donc, on a plusieurs sujets de discussion. Oui, il faudrait mettre sur le tapis. Et je pense que aujourd'hui, votre émission ne sera pas assez longue pour qu'on puisse parler de tous les problèmes. OK? On y va par le temps qui nous... On est tenu par le temps qui nous... Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses aujourd'hui. Et c'est là que je dis, on ne peut pas continuer dans le système dans lequel nous sommes en Guadeloupe actuellement. On nous donne la capacité de changer de statut. Il faut que chacun dans son secteur d'activité puisse emmener sa pierre à l'édifice pour dire voilà ce qui serait mieux pour la Guadeloupe. Parce que nous allons continuer dans les luttes intestines que nous avons entre blancs, indiens, nègres, béquets, tout ce que vous voulez, parce que chaque personne a son secteur d'activité qu'elle voudrait développer. OK? Donc, il faut se mettre autour d'une table. Vos émissions sont très intéressantes parce que vous parlez de plusieurs sujets chaque week-end. Effectivement, c'est intéressant, mais il faudrait que je pense qu'on puisse aller plus loin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos présidents de collectivités, nos décideurs ne sont pas des toutes-bitétologues. Ils ne sont pas des toutes-bitétologues. Okay. Donc, il faut que le monde économique, les socio-professionnels puissent emmener leur pierre et accompagner nos élus. Et que ces mêmes élus-là acceptent qu'on leur apporte la contradiction. Et ce n'est pas en disant parce qu'on leur amène la contradiction qu'on est contre eux, qu'on est devenu indépendantiste. Non, nous essayons même titre qu'eux de développer et d'avoir un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, nous avons chacun déjà un âge. Oui. Okay? Je pense que si nous parlons et nous discutons, c'est que nous pensons pour les générations futures. Mais les générations futures, il ne faut pas qu'elles nous reprochent qu'elles ont hérité d'un système et que nous n'avons rien fait. Il faut qu'on se mette tous autour d'une table, chacun dans son secteur d'activité pour faire évoluer les choses. Merci, monsieur José. Juste un petit point. Il est clair qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'amalgame, donc que ce soit l'histoire, que ce soit les institutions, etc. Si le problème est systémique, la réponse doit être dans le même niveau systémique, elle n'est pas ailleurs. Et donc, faute de réponse, alors d'un côté, il y a un système, rapidement, qui est formaliste, qui entraîne des blocages, qui est vertical, qui est complètement bloqué. D'un côté, il y a ça. De l'autre côté, il y a nous, une vie qui est débordante, qui est trépidante et qui nécessite maintenant d'être prise en charge, non pas par des systèmes administrés, mais des systèmes qui sont pensés par l'intérieur, par les gens qui les vivent, par les territoires. Si on y arrive, en termes de système, réponse systémique, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on va vers la guerre. Je pense que ce qui manque, c'est le courage. Et aujourd'hui, on a entendu un homme courageux. Absolument. Et mes félicitations, M. Guédard. Oui, tout à fait. Oui, bravo. Merci. Nous encourage. Merci, messieurs. Merci beaucoup, José. Merci à vous. Et passez une excellente journée et à dimanche, si vous voulez bien, pour l'eau.
Merci de nous avoir suivis. Bravo. Handicap Merci. sans but, hein. Merci. Ouais.